Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Il est 10 heures et il est temps de commencer notre séminaire. Je suis Elisabeth Nancia, présidente de la Société francophone de santé environnement, et c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéoconférence qui inaugure les événements scientifiques 2023 de la SFSE. Cet événement s'intitule « Co-construire une expertise partagée à partir des connaissances scientifiques et des savoirs des gens concernés ». Alors, les sciences et les techniques ont un impact considérable sur nos sociétés et sont au cœur des défis de notre siècle, au premier rang desquels le changement climatique et beaucoup d'autres problématiques environnementales que vous connaissez bien. Il semble pourtant qu'un fossé sépare les élus, hauts fonctionnaires, dirigeants et citoyens d'une part, des scientifiques d'autre part. Cette incompréhension résulte en premier lieu d'une méconnaissance réciproque. Les scientifiques connaissent mal les conditions dans lesquelles sont prises les décisions politiques et les multiples contraintes auxquelles doivent faire face les décideurs, et ils connaissent mal aussi la situation de certains de leurs concitoyens. Réciproquement, ces derniers n'ont pas toujours connaissance des enjeux des débats, du fonctionnement de la recherche scientifique. Il en résulte un sentiment de cacophonie que les scientifiques ne s'expriment pas, lorsque les scientifiques ne s'expriment pas de manière unanime ou lorsque les connaissances évoluent. À cela s'ajoute le contexte actuel des fake news, des vérités alternatives et d'une remise en question de la légitimité de la parole scientifique. Il apparaît donc essentiel de multiplier les lieux et occasions d'échange entre politiques, citoyens et scientifiques afin de favoriser la compréhension mutuelle et la confiance. Et c'est le sens de notre contribution d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par présenter notre première intervenante. Je souhaite la bienvenue à Charlotte Marchandise-Franquet. Alors, pour la présenter, eh bien, j'ai trouvé un post de sa part pour ses vœux 2023 où elle écrit « On me demande souvent, dis-moi Charlotte, qu'est-ce que tu fais au juste maintenant ?» Alors, je vais vous donner un tout petit extrait de la réponse qu'elle a apportée. Je pense que le mieux est de lui donner la parole. Elle a dit sur le côté international, elle fait des missions pour l'OMS, en particulier de formation, et pour la Commission européenne, elle a des missions d'évaluation de projets. Du côté français, elle accompagne la politique de santé et les professionnels de santé pour la ville de Marseille. Elle accompagne des CPTS et de nombreux projets. Elle fait des formations en santé mentale, en littératie en santé. Elle fait de l'enseignement et de la recherche sur les thèmes de la santé publique, du plaidoyer, de la santé dans toutes les politiques, de la santé environnement, de l'urbanisme favorable à la santé. Tout ça à l'École des hautes études en santé publique, à Sciences Po, au CNFPT, etc. Elle participe à de nombreux colloques et a terminé son mandat chez Démocratie ouverte sans avoir pour autant terminé son engagement. Elle a enfin réédité son livre « Plus belle la politique » avec une version augmentée avec son aventure au sein de la primaire populaire. Voilà, j'espère que je n'ai rien trahi, Charlotte, et je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas déjà épuisés par toute cette hyperactivité que je peux avoir. Quand la Société française de santé environnement m'a proposé d'intervenir, j'ai été rattrapée par un vieil ami, le syndrome de l'imposteur. Après tout, on parlait de mes sujets préférés, la démocratie à la santé, c'était une super occasion et pourtant, moi, je ne suis pas chercheuse. J'ai passé un master à 45 ans, donc une question un peu complexe pour moi de parler avec les sociétés savantes et d'autre part, de quel point de vue parler. Et il se trouve que j'étais à l'école des hautes études en santé publique il y a quelques jours et c'est Christophe Lerat qui est venu à mon secours sans le savoir en me disant « Mais toi, tu es une marginale séquente ».
Je ne connaissais pas ce concept de sociologie qui vient de Michel Crozier, qui le définit comme un acteur, une actrice qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d'action en relation les uns avec les autres et qui peut donc jouer le rôle d'intermédiaire entre les logiques d'action différentes, voire contradictoires. Je citais. J'ai donc ma nouvelle bio Twitter et le point de vue qui me permet d'ouvrir ce webinaire en parlant et en partant de mes engagements de militante de l'éducation populaire, de la démocratie, de mon expérience d'ancienne élue et présidente de réseau, et puis de mes activités qui ont été rappelées tout à l'heure, de formatrice, et puis de partir de mes doutes qui me permettent, si j'en crois Descartes, de prétendre aussi à une démarche scientifique. Alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons de science, de recherche, de sciences participatives, de sciences collaboratives? Et puis, qui est la société civile? Qui sont les communautés? On a beaucoup de débats en ce moment. Est-ce qu'il faut des approches universalistes ou intersectionnelles? C'est quoi cette expertise citoyenne qu'on cherche à convoquer? Et je vais faire mon propos un peu en parallèle avec les questionnements qui ont été le début de ma démarche d'élue lors de mon mandat d'adjointe de 2014 à 2020 à Rennes. Comment je décide et avec qui? Alors, c'est un point de vue que certains pourraient penser un peu utilitariste. Pour autant, c'est bien la question du pouvoir, du partage et de la science pourquoi, les habitants pourquoi. Et quand on parle de démocratie, est-ce qu'on veut de la démocratie juste pour dire qu'on a fait de la démocratie ou de la démocratie pour produire quelque chose? Donc, comment on décide quand on est élu à la santé dans une grande ville? Eh bien, on va s'appuyer évidemment sur l'expertise des services techniques qui est essentielle. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est sans doute l'expertise la plus rassurante et solide pour commencer. Puis on va chercher des réponses scientifiques. Donc, je suis allée chercher avec quelle certitude et sur quelles données je peux m'appuyer. Alors, d'une part, les données sont franchement insuffisantes. Là encore, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais on pourra y revenir parce que coproduire des données, coproduire des données baseline et des données d'impact et de l'évaluation de politique publique, c'est un enjeu majeur pour la suite et c'est un enjeu de confiance et ça va faire partie, je pense, des thèmes que chacune, chacun vont développer aujourd'hui. Et puis l'autre problème, c'est que les scientifiques ne sont pas toujours enclins à l'affirmation. On vous dit: «Ah tiens, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus?» Alors, bon, mais tu vois Charlotte, peut-être, on a des hypothèses, on a commencé à montrer que, mais ça n'est pas toujours ça. Et là, on avait du doute. Et je vais citer Anne Sylvestre, qui n'est pas scientifique, mais qui est chère à mon cœur: «J'aime les gens qui doutent». Parce que même si ce n'est pas facile d'allouer un budget et de prendre des décisions quand en face, on a des scientifiques qui doutent, quand on a des scientifiques qui affirment sans aucun doute justement que l'hydroxychloroquine soigne le Covid, on se rend compte que il va peut-être falloir faire de l'éducation populaire scientifique et se redire qu'est-ce qui est légitime à dire c'est scientifique, c'est prouvé, c'est validé. Reparler de ce qui est evidence-based, données probantes, une équipe de recherche. Et la période Covid a été un tel bouleversement, un drame à mon sens, pour la parole scientifique, qu'on va devoir reprendre tout ça collectivement et pas tout seul, pas que la recherche toute seule. Je pense que c'est le propos de Yves Charpak en fin de journée qui va vraiment aller là-dessus. D'autre part, qui est légitime à dire: «Je représente les citoyens»? Est-ce que les représentants, représentantes d'usagers, habitants, citoyennes, parlent toujours au nom de tous? Est-ce que tout le monde veut parler de tout? Comment est-ce qu'on fait de son expérience individuelle un fait commun? Quel mode va permettre d'avoir une pertinence, de corriger les inégalités? Et si politiquement, éthiquement, santé publiquement, on revendique de ne pas parler à la place des autres, comment on fait? Lors des élections, on entend des élus dire, «Les Français veulent». Je ne sais pas comment on peut affirmer ce que les Français veulent. Comment on a cette certitude-là? J'ai parfois du mal à savoir ce que je veux, donc alors les Françaises et les Français. Ce qu'on voit, c'est que la marche de l'histoire, c'est que les citoyens réclament un rôle plus important à la prise de décision et notamment environnementale et sanitaire. En ce moment, on est au cœur de cela. Les décideurs sont contraints de trouver de nouvelles façons de comprendre, d'intégrer cette expertise des professionnels et des scientifiques. Donc, on a des budgets participatifs, on a la Convention citoyenne par le climat. Parfois, c'est capitalisé, accompagné, analysé par des chercheurs et des chercheuses. Parfois, les scientifiques sont mobilisés pour éclairer la décision des personnes engagées. On a la voix des communautés qui est mobilisée plus ou moins selon les champs. Alors, la réduction des risques, oui, dans les territoires d'outre-mer, on va aller chercher la parole des habitants et ça va être reconnu par les agences régionales de santé comme une façon de faire émerger les urgences.
C'est loin d'être systématique, c'est loin, d'avoir une vraie norme et c'est loin d'être complètement, répandu partout pour l'instant. On a aussi cette formation des patients experts qui viennent former, notamment les médecins et qui changent complètement la posture, alors là, de leur point de vue de patient, par leur expertise vécue. Quand on prend la santé-environnement, sur les évaluations d'impact en santé, les démarches d'urbanisme favorable à la santé, on insiste sur la nécessaire participation des habitantes et des habitants. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est pas souvent, d'ailleurs, dans ce champ-là, le plus difficile à mobiliser? Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut penser les effets ou est-ce qu'on se retrouve avec des gens qui disent: «Nous, on subit la situation»? Il y a eu une étude il y a quelques jours de Santé publique France qui montre que, la santé des jeunes est extrêmement dégradée. J'ai vu plein de gens sur le terrain dire: «Mais attendez, on vous le dit depuis 2 ans, qu'est-ce que vient faire cette étude? On le sait et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est nos jeunes, c'est une urgence». C'est pas parce qu'on le sait qu'il ne faut pas produire des études pour le prouver. Mais il ne faut pas que les 2 s'opposent. Donc comment on sort du binaire? Et peut-être le fil rouge et qui va être celui de la journée et qui va, j'espère produire des choses, à la fin, ça serait à l'instar de la sociologie, des collèges coopératifs, fondés par Henri Desroches, d'aller beaucoup plus donner aux personnes, aux habitants, usagers, citoyens, citoyennes, patients, les outils de la science, d'avoir des démarches de recherche-action dans cette incitation à l'auto-formation accompagnée, dans laquelle l'apprenant construit des savoirs dans son projet individuel, dans son vécu individuel, relié au projet collectif auquel il collabore. Pour citer Henri Desroches, le point de départ qui n'est aucunement démagogique, et je pense que c'était un des gros sujets du conseil scientifique, comment on ne tombe pas dans la démagogie par rapport à ces questions de sens citoyenne. Donc le point de départ qui n'est aucunement démagogique, c'est d'admettre que chacun, chacune sait et peut savoir qu'il sait. À partir de là, il chemine et lors de son cheminement, il rencontre d'autres apprentis en maïeutique avec lesquels il va effectuer un morceau de route. C'est ainsi que la connaissance se conforte, s'accroît, questionne, se renouvelle, se mémorise. Alors là, moi j'aimerais bien qu'on considère qu'on chemine tous et que cette science citoyenne va faire vivre le débat public en alimentant la controverse, en permettant d'avancer dans la même direction, en prenant en compte les positions, en aidant chacun, chacune à s'emparer des connaissances et à produire de la connaissance et en, in fine, partageant une forme du pouvoir. Et c'est bien le problème, c'est que dans, tous les sujets dont on parle et notamment la santé-environnement, la santé climatique, la santé, il y a des intérêts économiques. Il y a un pouvoir de nuisance de certains, face à des controverses. Il y a une difficulté à garantir, l'équité, car chacun, chacune n'a pas les mêmes moyens d'agir, et de s'embarquer. Les scientifiques n'ont pas toujours non plus autant de moyens, que les industriels sur certains sujets. Moi, je crois que les sciences citoyennes, c'est une façon justement de faire une alliance et d'aller changer ce rapport de force par rapport au biais certain de la recherche participative, qui est l'intérêt économique. Il y a quand même un problème, c'est bien de le poser, en tout cas je le pose, je ne sais pas si c'est bien, c'est la crainte aussi de perdre une position de sachant, de sachante face au savoir profane. Et pour avoir, été dans un collège coopératif, pour avoir été questionnée, la revendication des savoirs profanes et ce qu'elle crée chez les professionnels de santé notamment, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder en face, pour pouvoir co-construire ces expertises partagées parce que si on ne le regarde pas, si on ne prend pas en compte cette question du pouvoir, on aura un biais en permanence et on ne pourra pas justement avancer. Ensuite, comment on fait? Qu'est-ce qu'on a comme méthode et comme outil? On a, vu qu'on a des budgets participatifs, on a commencé, notamment au travers, du travail de démocratie ouverte à montrer les différentes étapes de la participation. Est-ce que je décide de la couleur du pot de fleurs ou est-ce que j'ai un budget pour, pouvoir, agir? Mais comment on sort dans cette démocratie, du diptyque citoyen-décideur, citoyen-élu? Comment on intègre le scientifique là-dedans et comment on va au-delà juste du budget et de l'action, mais aussi de ce qu'elle produit?
Ah, c'est évidemment tout ce qu'on appelle le citizen science, les sciences participatives, on a des exemples extrêmement, costauds qui permettent de montrer comment, les citoyens, citoyennes produisent, et collectent des données. Par exemple, je pense au projet eBird, par l'université de Cornell aux États-Unis, une application mobile qui permet aux amateurs d'oiseaux de collecter, de partager des observations et ça donne des données collectées extrêmement puissantes pour les scientifiques, pour mieux comprendre la répartition, la migration des espèces d'oiseaux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui fait bouger le pouvoir. C'est bien, c'est participatif, c'est les oiseaux. Sur les questions, dès lors qu'on aborde les questions de justice sociale et environnementale, c'est toujours un peu plus complexe, c'est toujours un peu plus tendu. Là, je pense que ce qui peut éclairer, ensuite, si vous voulez aller plus loin, c'est tout ce qu'a fait, Jason Coburn à Berkeley, ce qui est vraiment spécialiste justement de ces questions de justice sociale et environnementale. Il a énormément d'exemples de recherche-action participative qui sont engagées auprès des communautés, qui mobilisent l'intelligence contextuelle, des habitants et des habitantes et il a publié justement sur cette façon dont la coproduction de politiques scientifiques ne dissocie pas les problèmes techniques de leur contexte social, où il y a une pluralité de participants et il y a dès le départ une participation, c'est-à-dire dès la définition du problème à la prise de décision, on voit que chacun, chacune peut participer. Et c'est sans doute ça aussi ce qui est une des conditions de succès, c'est le fait d'être dès le départ, de permettre aux communautés de parler pour elles-mêmes et de regarder quelles données elles-mêmes elles vont produire et de quelle façon on va pouvoir les accompagner à produire des données. C'est c'est un ensemble de méthodes qui visent à transformer la science et c'est peut-être ça aussi qui est parfois en tension, c'est parce que ça permet de transformer la science et que ce soit côté communauté, côté élus et côté scientifique, le changement, ça n'est jamais évident. Pour autant, ça existe, la science participative, les exemples de collaboration entre universités et terrain, sont légion. Peut-être, parfois un peu moins en France, on le voit beaucoup en Amérique latine où il y a eu justement des communautés engagées. Peut-être parce qu'en France, la question, le mot même de la communauté est pas toujours évident, est pas toujours clair, est pas toujours facile. J'ai moi-même eu l'occasion de porter politiquement un centre de santé communautaire et en conseil municipal, on m'a dit: «Ouf, le mot communautaire, ouais, pas trop, quoi». Donc il va falloir déconstruire toute une série de choses, parce que si on veut démocratiser cette production de connaissances, mettre en avant les connaissances expérientielles des membres de la communauté, il va falloir qu'on puisse se dire qu'il y a des gens qui font communauté et que ça ne met pas en danger la République et notre universalisme. Je vois que ça avance, et comme j'ai pas de slide, je suis un peu plus longue peut-être que d'habitude. Il y a des outils, il y a des études de cas qui montrent comment l'observation participante, le travail de terrain ethnographique, les entretiens, les examens de documents, comment des habitants et notamment des quartiers à faible revenu, des personnes migrantes, des personnes les plus fragiles peuvent modifier de manière significative une politique parce qu'elles sont accompagnées des scientifiques, parce qu'il y a eu une alliance, parce que ça a permis de faire quelque chose. Dernier concept que je voudrais noter, c'est le concept du boundary spanning. Alors le passage de frontières, on n'a pas, je crois, encore de mots consolidés en français. C'est Anne-Rouet Le Gall de l'EHESP aussi qui m'en a parlé. C'était un nouveau «Ah ah! C'est ça, ça c'est intéressant». Et ce boundary spanning dans la recherche en sciences sociales, ce dépassement de frontières décrit de quelle façon, les individus relient les réseaux internes avec les sources d'informations externes et permettent de travailler pour permettre l'échange entre production et utilisation de connaissances pour soutenir la prise de décision éclairée par des preuves dans un contexte scientifique. Ça, c'est Bednarek que je cite. Là, on parle vraiment du chercheur, des champs de la recherche et de la décision. Comment on remet là aussi les citoyens et les citoyennes dans ce boundary spanning et de quelle façon? Eh bien, il faut des moyens. Et là, c'est aussi, la clé, du système. Ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est pas, quelque chose qu'on va pouvoir faire sans temps, sans formation, sans co-formation, sans, exploration, sans,
prendre tout l'espace nécessaire pour regarder de qui on parle, comment on se forme les uns et les autres, avec aussi, je crois, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et c'est ça qui va renforcer la crédibilité, la pertinence, des démarches qu'on cherche à emmener, à questionner aussi aujourd'hui. Et j'ai aucun doute, et ça c'est un point de vue très personnel, donc de marginale séquente, que ça va permettre de changer les choses, que ça va permettre de casser les frontières et de mieux produire toutes et tous ensemble, pour le bien commun, pour faire des communs, pour la société. Mais que la première étape, c'est de se comprendre, c'est, de passer les frontières après le jargon. Quand on a mené, le projet Ambassadeur à Rennes qui consistait à équiper les habitants, de capteurs citoyens de pollution de l'air pour qu'ils s'approprient cette question et choisissent et définissent de quelle façon ils pouvaient, agir. Ça a bouleversé. On nous disait: «Mais vous remettez en question, l'agence de surveillance de la qualité de l'air, vous remettez en question», et non, ça se complétait et on l'a vu et c'est ce que ça a produit. Le plus difficile, ça a été que les services santé parlent aux services numériques, que les services numériques parlent aux services santé, que les agences de surveillance de la qualité de l'air viennent dans les quartiers, que les quartiers viennent là. Et en fait, dès lors qu'on a pris tout ce temps et le temps qu'il avait fallu pour pouvoir se parler, se comprendre, se traduire, trouver un langage commun, un terrain commun, le temps qu'on a pu, se laisser surprendre, douter, et ben, ça a été un vecteur de changement. Ça a été un vecteur de changement et je crois globalement que c'est ça, et c'est pour ça que j'avais envie d'être là aujourd'hui et que c'était mon propos pour ouvrir, c'est que la recherche participative, la science citoyenne, c'est un puissant vecteur de changement pour la communauté, pour la recherche, pour les acteurs qui y participent. Ça questionne et comme ça questionne le pouvoir, c'est sans doute, une des choses les plus intéressantes qui est, devant nous, face aux enjeux et aux défis majeurs qu'on a. Et j'espère que cette journée produira une forme d'appel à l'action, pour qu'au-delà, au-delà d'un 1er pas et des premiers échanges, on construise une base solide pour la suite. Voilà, et j'arrêterai là. Un grand merci Charlotte pour cette intervention toujours, très claire. Moi j'ai juste, on n'a pas de temps pour les questions, mais je voulais préciser que, les panélistes et ceux qui assistent, à la à cette journée peuvent tout à fait poser leurs questions dans le chat et on va les répercuter et on y répondra dans la mesure du possible. Je voudrais juste, Charlotte, te faire répéter un terme que je n'ai pas simplement entendu, c'est pas que je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas réussi à l'entendre. C'est quand on t'a qualifié en tout début d'exposé, et tu viens de le répéter, on t'a qualifié de marginal quelque chose et j'ai pas entendu Séquente, séquente, séquente. voilà, D'accord. SECANTE. Et Tu voilà. peux préciser ce que ça sous-entend? Alors c'est vraiment, alors je vais vous redire la définition, peut-être effectivement, j'étais, rapide. C'est, effectivement le fait de questionner non pas, juste les systèmes, mais aussi le fait que chacun n'agit pas dans son système comme on l'attend toujours. Alors, je vais redire la définition de Michel Crozier, parce que je ne suis pas sociologue et là aussi, c'est des thèmes qui sont parfois un peu ardus, en tout cas de mon point de vue. Le marginal séquent est un acteur qui est partie prenante de plusieurs systèmes d'action en relation avec les uns et avec les autres et peut jouer le rôle d'intermédiaire entre les logiques d'action différentes, voire contradictoires. Globalement, c'est avoir un point de vue, politique, citoyen, scientifique, comprendre chacun des points de vue et Transverse. aller permettre, le décloisonnement qui est la traduction, on me dit dans l'oreillette, merci, Jean, Simos, que, boundary spanning, est, utilisé en décloisonnement. C'est Très aussi bien. vraiment à chaque fois de se dire que chacun n'agit pas que purement, c'est-à-dire je ne suis pas une pure citoyenne qui va agir dans le bien commun de tous les citoyens et les citoyennes. C'est de dire que chacun vient avec aussi ses enjeux de pouvoir, ses enjeux de défense de ses intérêts, et le tout à la fois marginal, séquent, en tout cas comme je l'entends et comme il m'a été transmis, et le décloisonnement du boundary spanning, ça permet de regarder en face
toutes ces logiques d'action et de regarder ce qui va faire bien commun, ce qui va permettre d'agir ensemble effectivement au-delà de ses intérêts, particuliers, mais communautaires, en tout cas de son point de vue, de citoyen, d'habitant d'un quartier, ou d'un laboratoire de recherche. Très bien. Et il nous reste à te remercier vraiment chaleureusement pour cette intervention qui pose parfaitement le cadre de ce que nous allons évoquer au cours de cette journée. Merci. Je voudrais rattraper un oubli dans mon introduction. Je préfère le faire maintenant plutôt qu'en fin de journée, quand tout le monde sera pressé de retrouver sa vie quotidienne. Et je voudrais remercier les soutiens pour l'organisation de cette journée de la part de la Direction générale de la santé, du Commissariat général au développement durable, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de la mairie de Paris et du Centre national de formation de la fonction publique territoriale. Voilà, un oubli réparé.